Bonjour à toutes les développeuses, toutes les développeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro d'avril, parce qu'on est déjà fin avril, début mai. Donc je rappelle tout de suite que tous les podcasts, évidemment, nos poddev se retrouvent sur la plateforme Ocha, sur Spotify, sur Podcast Apple, sur YouTube, et votre liste de podcasts favoris, open source, gratuite ou payante, peu importe. Vous nous retrouverez un petit peu partout. Toutes nos vidéos, tous les replays de nos DevCon, de nos Meetup et de nos webinars se retrouvent sur programmé.com, comme à chaque fois, et sur notre chaîne YouTube. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre podcast PodDev. Ce sera avec un très grand plaisir qu'on élargira la communauté. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, étonnamment, on évoque relativement peu en France. Alors, pourquoi ? Ça reste un mystère, c'est comme le triangle des Bermudes, c'est un mystère parfois. Voilà, ou même le voyage dans le temps. Ou pourquoi l'espace-temps se courbe. Ça, on peut poser la question aux physiciens, voilà, parce que c'est une question qui me plaît toujours, ça. Le chaos engineering, alors c'est un vilain mot. Voilà, moi ça me rappelle aussi un jeu des années 80, l'extension de Dungeon Master, mais c'est un autre sujet. Voilà, pour les amateurs qui connaissent, vous aurez bien entendu la référence. Alors pour parler de chaos engineering, on accueille Florian. Florian, bonjour à toi. Je te laisse te présenter en quelques mots et on entame tout de suite la discussion après ça. Ouais, bonjour, bonjour à tous, bonjour François. Florian Cuvelier. Moi, je suis leader résilience chez SNCF Connect and Tech. Je travaille depuis que j'ai commencé à bosser dans le monde de la prod, dans le monde de l'informatique et de la production. Et donc, ça m'a amené assez naturellement à me plonger sur toutes les questions de résilience et puis de fil en aiguille de travailler aujourd'hui, entre autres, sur les sujets de chaos engineering. C'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis 5-6 ans. Alors, pour faire très simple, si j'avais une définition, enfin en tout cas, on va dire un semblant d'approche pour le chaos, alors je reprends texto la définition que nous donne IBM, et oui, parce qu'IBM en propose aussi. L'ingénierie du chaos consiste à provoquer de façon volontaire et contrôlée des défaillances dans l'environnement de production ou de pré-production afin d'en évaluer l'impact, de planifier une meilleure défense et d'affiner la stratégie de maintenance en cas d'incident, voire la résilience de l'infrastructure, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Alors, est-ce que tu es à peu près d'accord avec ça ou est-ce que pour toi c'est un peu restrictif ? Non, alors restrictif, oui, un petit peu, mais globalement, la définition, elle est très bonne, hein. Moi, quand j'explique le chaos engineering, j'aime bien partir de quelque chose qu'on a tous fait, qu'on continue de faire encore, c'est les tests techniques, en fait. La différence entre un test technique et le chaos engineering, je pense que tous ceux qui ont travaillé un petit peu dans la prod ou même les développeurs, etc., savent à quoi ressemble un test technique. On fait souvent ça sur des bases de données. Moi, c'était quasiment ma première intervention en prod quand je commençais à bosser. C'était on coupe un master en base de données, on voit si le backup prend le relais, et une fois qu'il prend le relais, on est content et on repasse sur le master et on dit que notre test technique est validé. Oui, en fait, c'est comme si tu faisais disparaître des nœuds cubes. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, d'accord. Ouais, ça, en fait, c'est même quand on a très très peu de nœuds cubes. Avec cube, maintenant, on est encore rentré dans une nouvelle ère, mais pour vraiment, les tests techniques, c'est des tests assez basiques où finalement, on se concentrait que sur vraiment de l'opérationnel pur, mais où on se préoccupait finalement jamais ou rarement de toutes les questions d'observabilité et d'impact sur l'utilisateur. Quand on commence à faire du chaos engineering, en fait, on élargit un peu le spectre et au-delà de provoquer des pannes volontairement, la question qu'on va systématiquement se poser, en tout cas quand on rentre de plus en plus dans le process de façon avancée, c'est quel est l'impact de ma panne sur l'utilisateur et sur mon programme. Et c'est là où vraiment ça va faire la différence, et c'est le mindset qu'on va essayer d'opérer dans le chaos engineering,
où on essaye de partir d'hypothèses. Je pourrais rentrer dans les détails tout à l'heure, mais d'hypothèses pour essayer de voir après comment ça se vérifie dans le monde réel. On le vérifie de façon le plus sécurisée possible. Oui, donc en fait, à t'écouter, on est bien d'accord que le chaos est vraiment au-dessus des tests techniques. Hein. Moi, je mets pas de hiérarchie. Ou plutôt, chapeaute tout ça, on peut dire ça comme ça? Ouais, ça va. En fait, si je devais rentrer dans les détails, parce que j'aime pas faire de jugement de valeur, moi, les tests techniques, c'est très bien, j'ai rien contre. Tout dépend du contexte dans lequel tu opères, en fait. Plus tu as une application compliquée en termes de technologie, donc pas compliquée, mais complexe, voilà, où il y a énormément d'éléments, plus tu as une application qui est grande, énorme, donc où tu multiplies le nombre de serveurs, le nombre d'infrastructures, et plus tu as une application où tes SLO sont importants pour ton client, plus le chaos engineering va faire de sens en fait, parce que les pannes vont se multiplier. Et donc le test technique, c'est hyper bien quand tu as une infra relativement simple, relativement petite, relativement efficace et qui tombe quasiment jamais en panne. Bon, bah ça, tu peux faire du test technique, c'est suffisant. Quoi. Si tu sais que ton infrastructure, elle va tomber en panne une fois tous les 10 ans, bon, bah toi, tu testes tous les ans que tu arrives à faire la bascule. Et si tu as le malheur que ça t'arrive une fois en 10 ans, bon, bah, sur une application en plus où tu vas pas avoir des SLO qui sont hyper contraignants, bon, bah, ta panne, ton incident, tu vas le tanker. Plus tu as des contraintes, plus c'est complexe, plus c'est critique, plus tu vas devoir te poser la question de quel impact ça va avoir sur mon utilisateur et comment je contrôle cet impact. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le chaos fait partie un petit peu de la panoplie que toute équipe technique ou les cellules de qualité aussi, hein, je ne sais pas si on peut aussi rejoindre à ça tout ce qu'on appelle la software assurance, mais éventuellement, est-ce que ça fait partie un petit peu des bonnes pratiques que on peut commencer à mettre en place avec des protocoles, avec des bonnes pratiques, ou est-ce que c'est vraiment cas par cas? Non, je pense qu'on peut le faire partout. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, moi, je suis parti directement en t'expliquant les cas les plus complexes, mais y compris sur des petites infrastructures avec des contraintes SLO relativement maîtrisables, c'est toujours intéressant de faire du chaos engineering pour faire de la formation, déjà. Nous, on le fait dans quasiment toutes nos équipes, en tout cas dans beaucoup d'équipes, on a mis ça en place. Le chaos engineering, ça nous permet de préparer les collaborateurs à différentes éventualités, notamment les collaborateurs qui nous rejoignent en cours de route, hein, ou sur les projets qui démarrent. Ça permet d'aller tester sur des protocoles d'astreinte, des protocoles d'intervention en prod, et de simuler certains cas et de voir si on est prêt à réagir correctement et dans de bonnes conditions avec tous les outils qui vont bien à notre disposition et de valider tout ça. Donc ça, pour faire ce type d'opération, franchement, moi je le conseillerais partout, quoi. Ça, il n'y a pas de contre-indication à le faire pour valider tout ça. Et après, la deuxième option où je pourrais facilement le conseiller dans n'importe quel type d'organisation, c'est justement pour tester les protocoles, mais au-delà des protocoles techniques et de dev, en fait. C'est vraiment pour tester l'ensemble de l'entreprise face à une panne. Et là, on va pas être dans la panne du quotidien. Tu vas viser une panne un petit peu extraordinaire, mais qui va avoir pour but de tester un petit peu la robustesse de tes process et la réaction que tu peux avoir par rapport à ça dans toutes les strates de l'entreprise. Est-ce que, alors ça c'est une question qui me vient, mais tu me dis si c'est pertinent ou pas. Est-ce que ça peut venir un petit peu épauler ce qu'on va appeler les plans de reprise d'activité après un incident, pour dire voilà, on met en place effectivement, c'est le PRA, hein, si celles et ceux qui nous écoutent savent ce que c'est, et qui permet d'éprouver ça. Ouais, complètement. Complètement. Nous, c'est quasiment
le premier truc qu'on a testé, en fait, si tu veux, dans notre historique de Chaos Engineering, on a démarré, donc c'était en 2018, et on était encore sur des data centers physiques à l'époque dans l'entreprise. Et le premier truc qu'on a testé, en grandeur nature, c'est la perte d'un de nos 2 sites physiques. Complètement et de façon du coup volontaire. Et on l'a fait en prévenant très très peu de personnes. Il y avait que le board et des mecs du réseau, évidemment les mecs de la résilience, etc. pour pouvoir tester tout ça. Et le plan, c'était justement de tester notre PRA, quoi. Clairement, on était clairement dans ce cas de figure-là et ça a été hyper riche en enseignement, en fait. Et ouais, c'est vraiment des trucs sur lesquels on peut s'appuyer pour beaucoup de choses et qui vont éprouver, qui peuvent faire tomber pas mal de croyances qu'on peut avoir sur son propre récit. Alors, effectivement, tu as commencé un petit peu à nous dire comment ça se passe vers chez toi. Donc c'est en interne effectivement au niveau de la SNCF Connect N-Tech. Comment on met en place ou comment effectivement on sensibilise un petit peu les différentes équipes techniques, que ce soit la dev, la prod, à ce genre de problématique, et comment en fait tu insuffles une culture du chaos engineering, parce que c'est vraiment une sorte de culture au bout du compte. Ouais, c'est vraiment une culture. C'est vraiment une culture. Alors, je vais répondre à ta question. Comment on l'insuffle? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il y a le bâton, qui est pas le plus efficace, mais qui marche quand même. C'est-à-dire que c'est le retour d'expérience sur incident, quoi. Quand on fait des règles sur un incident, là, on travaille main dans la main avec nos équipes de suivi de la production, qui sont en charge de suivre ça. Et tout le but derrière, pour valider tout ce qui est mis en place après un incident sur le fait qu'on s'est mis en capacité ou de mieux réagir quand il était produit, ou carrément de gommer les dommages que peut avoir ce type d'incident, on le reproduit. On le reproduit à travers le chaos engineering. Donc ça, c'est un angle qui est possible. Le deuxième angle sur lequel on travaille beaucoup, c'est d'inclure en fait le chaos engineering au cœur des sujets de résilience. Nous, on a un chantier actuellement où on travaille de plus en plus sur les SLO. Donc les SLO, le but, c'est de faire évoluer notre observabilité d'une observabilité technique à une observabilité qui est au plus proche de l'expérience utilisateur. Quand tu rentres sur ce type d'observabilité-là, tu vas pouvoir essayer de voir les impacts de chacun des modules de ton application sur l'expérience utilisateur finale. Et en travaillant sur ce type d'indicateur, ça va être assez facile de voir les modules qui sont le plus exposés pour tes utilisateurs. Et donc, ceux sur lesquels ça vaut le coup d'aller bosser sur la résilience et de mettre de l'énergie pour pouvoir simuler des pannes, etc. et voir comment ton modèle réagit. Et après, il y en a une troisième qui est un peu toute simple et toute bête, mais des fois, et c'est aussi comme ça que nous, on est rentré dans le chaos engineering dans l'entreprise, c'est la multiplication, pas des incidents, mais des pannes. Parce que plus tu as un SI qui grossit, plus ça devient compliqué d'éviter les pannes. À un moment, tu arrives à une telle taille de SI que les pannes, elles deviennent inévitables en fait, et donc les appels astreintes aussi, et donc les impacts sur le run des équipes également. Et donc, quand on arrive là, le chaos engineering, ça devient nécessaire en fait. Ça devient nécessaire pour pouvoir te décharger d'une partie de ton run et de tes contraintes autour de la disponibilité de ton outil. Tu as besoin de mettre en place une résilience à un certain nombre de pannes où tu dois gommer un maximum les effets, et pour ça il faut tester, il faut en passer par le chaos, quoi. Est-ce que on t'a déjà fait des remarques sur des développeurs qui te disent ah oui, moi ça me concerne pas, c'est que le côté infra et la prod? Alors toujours, et c'est pas que, alors ça va même plus loin que ça.
c'est pas que les devs. Alors, les devs, je viendrai à ta question parce qu'elle est intéressante, mais en fait, c'est toutes les équipes dans leur ensemble, du product manager jusqu'à l'opérationnel. À chaque fois que tu prends une équipe, elle te répond systématiquement, mais moi, mon appli, elle est fiable, ou moi, ça ne me concerne pas parce qu'effectivement, côté dev, ça marche toujours. Et toutes Ça se les saurait, équipes, ça. et toutes les équipes, pour marquer le paradoxe, le premier truc qu'ils me demandent de tester quand on fait du chaos engineering avec eux, c'est je veux faire du test de coupure partenaire. Parce que c'est toujours les partenaires qui foirent et qui viennent faire foirer mon appli. Et toutes me demandent de faire du test de coupure partenaire. C'est quasiment le premier truc qu'on me demande à chaque fois qu'on fait du chaos engineering. Donc c'est rigolo de voir les croyances que chacun dit ça marche chez les uns et ça marche pas chez les autres. Pour ce qui est du dev, oui, c'est une bonne remarque et c'est peut-être un type d'emploi qui est un chouïa plus compliqué pour moi à aller chercher. Alors c'est peut-être dû à mon parcours parce que moi je suis un opérationnel pur, pur et dur. J'ai toujours fait de l'ops. J'ai travaillé évidemment avec les devs et en lien étroit, mais c'est un métier peut-être sur lequel j'ai peut-être moins d'appétence que la partie opérationnelle. Mais aussi parce que quand on commence à faire du chaos engineering sur du développement, c'est beaucoup plus fin, entre guillemets, et on va vite rentrer dans le fault injection en fait, sur le fait d'introduire ou du code en erreur ou d'aller introduire des mauvaises données dans une application. C'est hyper intéressant, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais c'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on a déjà éprouvé, mais qui sont plus fines à mettre en place que sur de l'opérationnel parfois. Alors, sans rentrer dans les détails du code ou trop technique, est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête, effectivement, d'un défaut que vous avez découvert en mettant en place ce genre d'approche par chaos et qui n'aurait pas été trouvé, on va dire, dans des conditions normales? Oui, bien sûr. Alors, la vérité, c'est que je pourrais te donner un exemple pour quasiment chaque test de chaos engineering qu'on fait. Je vais t'en donner un qu'on a découvert sur une application. Alors, c'est assez opérationnel comme test, mais je pense que chacun peut comprendre. C'était une application sur laquelle il y avait un système de cache qui était mis en place, qui permettait à l'application d'être un petit peu plus réactive sur les requêtes usuelles des utilisateurs. Et du coup, on s'est posé l'hypothèse, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en chaos engineering, je pourrais détailler après si tu veux, mais on pose une hypothèse d'une panne et on se demande un peu comment le système est censé réagir. Donc moi, je vois ça, je pose la question à l'équipe, je leur dis, mais si votre cache il plante, qu'est-ce qui se passe sur votre application? Et ils me disent, si le cache plante, il n'y a pas de problème. Les utilisateurs, au lieu de passer par la brique de cache, ils arrivent directement par notre front. Sur notre front, il y a de l'autoscaling. On va mettre un petit peu plus de temps à répondre, mais on va continuer à répondre. Et puis on va avoir le front qui va grossir un petit peu sur AWS. On va générer un petit peu plus de machines. On va booster nos EKS et puis ça va rouler, quoi. Et je leur dis, allez, on teste. On y va. Et évidemment, quand on a fait tomber le cache, ça a fait tomber l'appli. Alors, c'est pas grave de le faire, mais c'est quand je disais que ça permet de faire tomber certaines croyances et de faire ce genre de test, c'est intéressant justement pour voir comment on peut voir notre appli et comment on peut voir un petit peu l'incidence de chaque brique sur l'ensemble du système. C'est vraiment ça qui est intéressant dans le chaos engineering, c'est la défaillance d'une brique, comment on imagine que l'ensemble de l'application va réagir et comment elle réagit vraiment. Donc là, une fois que ça se passe, c'est tout. Derrière, tu analyses pourquoi tout est tombé en faisant tomber le cache, et puis tu réitères. Et une fois, et ce qui est intéressant, je vais le dire quand même, c'est qu'une fois que tu réitères et que tu arrives au résultat escompté, parce que tu finis toujours par y arriver, ce qui est intéressant, c'est d'industrialiser ta panne et de vérifier qu'à chaque nouvelle version de ton application, tu es résilient sur ce type de panne pour être certain qu'il n'y ait pas de rollback sur ce type de défaillance. Ouais, ça me rappelle un petit peu les tests de non-régression. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est des tests de non-règles, mais c'est des tests de non-règles sur des pannes en fait, sur la résilience aux pannes.
Alors, je présume, alors, tu as un petit peu esquissé la réponse, mais donc, primo, un chaos ne s'improvise pas, si je comprends bien ton propos. Et deuxio, euh, il faut borner en fait le périmètre, surtout quand tu as énormément de piles techniques ou d'applis. Ouais, clairement, c'est hyper important. En fait, le chaos engineering, c'est important de se donner des hypothèses et des objectifs, en fait. À quoi il sert? Il ne faut pas faire du chaos pour faire du chaos. Mm. L'ob- L'objectif, c'est de se poser avec une équipe et de cadrer un petit peu l'opération, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs types d'opérations. Ça dépend si tu veux tester la résilience de ton application, la résilience de ton équipe, la résilience de ton entreprise. Tu ne mets pas forcément les mêmes personnes au courant selon ce que tu veux tester. Et ensuite, c'est hyper important de définir une hypothèse. Et l'hypothèse, ça part toujours d'une panne, ou déjà vécue, ou qu'on imagine, et te dire si j'ai ce type de panne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que je vais avoir en termes de monitoring? Qu'est-ce que je vais retrouver sur mes dashboards d'observabilité pour pouvoir analyser la panne? Qu'est-ce que je vais avoir comme log? Quel impact ça va avoir pour mes clients? Comment je répare? Voilà, tu te poses l'ensemble de toutes ces questions et tu les listes. Ensuite, tu designs ton chaos pour essayer de faire la panne voulue dans le cadre que tu veux, hein, évidemment. Hein, il ne s'agit pas d'aller faire des tests en prod direct tout de suite. Hein. Tu cadres d'abord ça sur un environnement de hors prod que tu rends disponible pour le test, etc. Et puis, bah, tu fais le test. Et là, tu fais, à la fin du test, évidemment, tu analyses tes résultats. Et c'est là où c'est intéressant, tu les analyses par rapport à tes hypothèses. Et c'est Mhm. là où le test est hyper intéressant parce que tu confrontes tes croyances, ce que tu avais projeté sur ton application, au réel. Mm. Et qui va diriger ce chaos? Alors, dans une expérience de chaos engineering, souvent on dit qu'il faut quatre rôles pour mener une expérience. Il y a le rôle un petit peu de superviseur de l'expérience. Donc lui, il est là pour donner le go de l'expérience. Il est là aussi pour donner son stop. Par exemple, on imagine une expérience de chaos engineering. Celle-ci ne se déroule pas du tout comme on l'avait imaginé et a aussi des effets de bord qu'on n'avait pas du tout imaginé. Bon, bah, c'est lui qui est responsable au bout d'un moment de dire stop. Stop, on fait rollback, on arrête l'expérience ici. Et c'est lui un petit peu le gardien. Ensuite, tu as un deuxième rôle qui est là, lui, pour exécuter le chaos engineering. Donc lui, c'est lui qui va aller écrire le chaos donc pour qu'il se déroule et c'est lui qui contrôle que le chaos se déroule correctement. Moi, je te prenais l'exemple tout à l'heure du cache. Bon, bah, il y en a un qui doit aller casser le cache. C'est lui qui a écrit la façon dont il est allé mener l'expérience de chaos engineering et la façon aussi dont il maîtrise le rollback pour pouvoir revenir le plus rapidement possible à la situation initiale. Le troisième rôle, c'est le rôle de testeur. C'est celui qui va aller tester. Il peut y en avoir un ou plusieurs hein, sur chaque rôle. Hein, sauf le rôle de superviseur, c'est mieux qu'il y en ait un, mais sur les autres, on peut en mettre autant qu'on veut. Le rôle de testeur, bah, lui, c'est simple. Hein, il va aller voir les dashboards, les logs, il va faire les tests sur son application, il va aller voir comment se comporte l'ensemble des composants durant l'expérience de chaos engineering. Qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que j'ai comme log, qu'est-ce que ça fait du côté des clients, etc. etc. Et enfin, le dernier rôle, bah, c'est le rôle un petit peu de scribe, hein, c'est celui qui fait les prises de notes sur l'ensemble de l'expérience créée à réaliser pour noter l'heure à laquelle on commence, à quelle heure on commence, on voit les différentes observations, quelles observations on voit, quelles observations on ne voit pas. Et lui, il a en tête aussi toutes les hypothèses qu'on s'est mis avant pour pouvoir regarder et checker et essayer de répondre à chacune des questions qu'on a posées précédemment. Et s'il voit qu'il y a un truc sur lequel on ne creuse pas, on n'a pas été voir les logs. Est-ce que quelqu'un a des informations sur les logs? Il pose la question et puis il note derrière l'ensemble des observations qu'on va avoir. Voilà, ça c'est Et vraiment les quatre rôles que tu as autour d'une expérience de chaos engineering où tu essayes d'avoir chacun de ces rôles pour que ça se passe le mieux possible. et de son côté, quelle est la durée moyenne d'un chaos? Ouais, bah, c'est assez variable, mais moi, un chaos comme je viens de le dérouler là,
c'est-à-dire avec des gens qui sont impliqués, parce que c'est pas toujours le cas non plus, mais on peut compter 1 heure, quoi. Voilà. 1 heure, c'est bien. 1 heure, c'est bien. Il y a pas, il y a pas... Après, ça va dépendre beaucoup des applications, etc. Mais 1 heure, c'est bien. Et est-ce que, de par ton expérience, tu as déjà vu des chaos qui partaient vraiment en vrille parce que le comportement n'était pas du tout attendu comme prévu? Non, Non? franchement, j'ai parlé du cas tout à l'heure, mais nous, ça nous est jamais réellement arrivé. Ce qui arrive, c'est effectivement l'application qui répond pas comme on veut, mais ça, quand on fait une expérience de chaos engineering de ce genre, c'est 90% du temps en hors production sur une tâche qui a été prévue où l'application n'est pas censée être disponible. Donc il n'y a pas de problème, si tu veux, même si ça se passe pas bien pour l'application, bon ben ça fait partie des attendus quelque part, tu vois, qu'on va analyser derrière. Mais vraiment quelque chose qui aurait ou des impacts ou qui irait embêter d'autres applications. Si tu réfléchis bien dès le départ aux attendus et à vraiment ce que tu attends, nous, on n'a jamais vraiment rencontré le cas, y compris dans le cas, tu vois, où on a coupé tout un data center et où donc on a eu 150 applications qui se sont retrouvées dans le noir sur l'un des 2 data centers, tu vois. Ça, on l'a fait en production et en hors production, parce que toutes nos données étaient. Mais par contre, on l'a fait à 2 heures du matin, tu vois. Oui, On d'accord. l'a fait à 14 heures, quoi. Et on a eu plein d'enseignements parce qu'il y a plein d'enseignements à avoir de ce type de truc, mais on le cadre de façon intelligente sur des choses où on sait que c'est OK, quoi. Et alors ce sera ma dernière question. Comment aujourd'hui, quand vous mettez en place un chaos, donc il se déroule et tout, vous récupérez les informations, des enseignements, comment les équipes peuvent récupérer je sais pas comment dire, les enseignements ou comment en tirer des conclusions qui peuvent être intégrées dans l'infrastructure ou dans telle méthode de développement ou telle appli ou telle couche. Parce que je présume que si tu fais un chaos sans tirer quelque chose de ça, au bout du compte, ça sert pas à grand-chose. Ouais, il y a le plus facile, en fait, c'est quand ça se passe pas comme tu avais défini dans l'hypothèse. Bon, là, c'est la partie la plus simple, entre guillemets, de pouvoir capitaliser dessus parce que il suffit juste, entre guillemets, de créer des tickets dans l'équipe concernée pour pouvoir régler les différents problèmes qui ont été observés. Après, tu rejoues ton chaos jusqu'à temps que ton expérience de chaos engineering soit conforme à l'hypothèse que tu t'en fais. Donc, c'est relativement facile de capitaliser quand on est à cette étape-là. Ce qui va être plus compliqué, mais par contre, c'est la partie, moi, que je préfère et qui est vraiment la plus enrichissante, c'est quand tu arrives à avoir ce que tu désires. Et là, c'est la partie où tu industrialises ton chaos. Donc, pour ça, tu t'appuies sur des outils internes, des outils externes, sur lesquels tu vas aller faire du test de non-régression, où tu vas non seulement déclencher ton chaos, mais là, tu vas le faire sans équipe, en fait, si tu veux. Tu vas le faire de façon automatique, avec de l'analyse de résultats de façon automatique aussi, où tu vas t'appuyer sur tes systèmes d'observabilité et sur tout ton opérationnel pour récupérer les données pendant ton test de chaos, après une MEP ou de façon aléatoire, quoi. Et là, c'est la partie vraiment la plus intéressante pour moi parce que tu vas t'assurer sur un certain nombre de cas qui ont déjà été identifiés que non seulement tu es résilient parce que tu as fait tous tes tests de chaos entre guillemets à la main où tu t'es assuré que le résultat était conforme à ton hypothèse, mais en plus là, tu vas t'assurer que sur le temps long, tu as un test de non-régression sur ce type de panne qui va t'assurer que oui, aujourd'hui, maintenant, c'est bon, je sais. Si tu me demandes comment mon application réagit quand je perds le cache, je peux te répondre parce que je le fais en fait. Je le fais à chaque MEP, je le fais tous les mois, je l'automatise, machin.
et je le fais régulièrement et donc je suis paré à ce type de chaos. Je sais exactement ce que je vais avoir dans mes dashboards, je sais exactement quel moniteur va me remonter, je sais exactement comment ça va réagir en HO ou en HNO, si je vais être appelé, pas appelé, je sais comment mes fronts vont réagir, etc. etc. Donc c'est la partie la plus intéressante, qui est aussi la plus complexe, hein, c'est l'industrialisation du chaos à partir du moment où tu arrives à avoir le niveau de résilience souhaité sur ton application. Mhm. Et ça, tu peux aller jusqu'au Saint Graal qu'on a déjà réussi à faire une fois sur une de nos applications. C'est le lancement en aléatoire et de façon fréquente d'un chaos en production sur une certaine typologie de panne. Où là, donc quand je dis de façon aléatoire, nous on l'avait borné en HO, tu vois, entre 9 et 18 heures du lundi au vendredi. On savait qu'on allait péter un truc en prod de façon applicative parce que le test on l'avait fait 100 fois en hors prod et on savait qu'on était costaud et que on savait pertinemment qu'on allait être résilient sur ce type de panne. C'était sur une très grosse appli, donc sur une très grosse appli qui compte plusieurs centaines de serveurs applicatifs. Tu sais forcément que quand tu arrives à ce niveau de nombre de serveurs applicatifs, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y en a régulièrement qui pètent. Ça fait partie du jeu en fait. Plus ton appli est grosse, plus ça devient compliqué d'éviter les pannes parce que quand tu as un serveur, oui, il canne une fois tous les ans, mais quand on a 100, tu vas en avoir un par semaine qui va se mettre à rebooter. Et ben nous, volontairement, en prod, on avait atteint le niveau de maturité qui nous permettait d'être en capacité nous-mêmes d'aller tester ce type d'incident en prod et de voir que l'application elle était tout le temps capable de réagir de la façon dont on avait décidé sur ce type d'incident et qu'il n'y avait plus d'incidence sur ce type de panne pour les utilisateurs. Mhm. Très très bien. Bah écoute, merci encore de ton temps. J'espère que ça vous aura plu et que si vous connaissiez pas la notion de chaos engineering, vous en savez maintenant un petit peu plus. Vous pourrez réécouter évidemment ce podcast et tous les autres sur votre lecteur de podcast favori. Florian, un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci.